Écoutez, voilà. Et je vais démarrer par vraiment deux mots. On va faire aussi vite que possible puisque l'enjeu c'est plutôt de donner la parole à Olivier. Donc, quelques mots sur Tag Commander. Vous nous connaissez peut-être comme spécialiste du tag management. C'est une activité qu'on a démarrée fin 2010. On est aujourd'hui une soixantaine de personnes, avec un siège qui est basé à Paris et des bureaux locaux qui sont ouverts à Munich, Milan et Amsterdam. On a évidemment des collaborations qui nous emmènent un petit peu au-delà de ces pays-là, dans 17 pays, avec des collaborations importantes au Canada, aux États-Unis, au Brésil et en Asie. Euh, on est une société française, société éditeur de logiciels SaaS, comme on dit. On a fait 2 levées de fonds pour financer le développement à l'international et pour ouvrir ses premiers bureaux et développer notre activité en dehors de France. Et puis on a eu la chance d'avoir 2 petits awards, un de French Tech qui récompense les sociétés françaises à forte croissance technologique, et puis un petit coup de cœur, coup de pouce de Deloitte qui nous a mis à l'honneur, c'était l'an dernier. On a aussi eu un prix chez Red Herring en Europe, mais voilà pour la présentation un petit peu corporate. Alors, portefeuille de clients, vous le verrez à l'écran, on est évidemment le sujet du tag management qui a été notre premier sujet et concerne à peu près tous les verticaux, toutes les équipes. C'est un sujet relativement universel et on a donc démarré notre activité avec des collaborations vraiment importantes en France, à l'étranger et en France, à l'étranger et avec à peu près tous les verticaux. Euh, Le point le plus important et l'enjeu de ce séminaire, de ce webinaire pour nous, c'est justement d'expliquer comment le tag management peut jouer dans vos organisations, dans votre activité, dans votre stratégie, un rôle plus important que la simple gestion du cycle de vie des tags. Le tag management, c'est connu comme c'est la solution qui vous permet de gérer le cycle de vie des tags, c'est une chose. L'enjeu aujourd'hui, pour le marché, pour toutes les équipes que l'on croise au quotidien, c'est plutôt de prendre le contrôle sur leurs données dans un contexte où l'ensemble du marché promeut la mise en place d'un marketing qu'on appellerait data-driven, qui s'appuierait nettement plus sur la donnée et qui permettrait donc de travailler des notions clés comme la segmentation, le ciblage ou la personnalisation de façon différente. Donc l'enjeu pour tous ces clients aujourd'hui, que vous voyez à l'écran, c'est justement de passer du tag management à la data management ou au data management, et donc de gagner en agilité sur la data, comme ils ont pu gagner en agilité avec les tags historiquement en commençant une collaboration avec nous. D'où le titre du webinaire que j'explique maintenant, du tag au plan CRM 360. L'enjeu, c'est effectivement ça. Bien sûr, vous avez besoin d'introduire un composant qui s'appelle le tag management pour gérer tous les partenaires et toutes les solutions logicielles SaaS qui fonctionnent avec des tags que vous utilisez au quotidien. Ça, c'est un premier point. Mais l'enjeu, il est ensuite de remonter vers la donnée et d'utiliser la donnée pour adresser la parole correctement à vos prospects, à vos clients. Et c'est tout l'enjeu du témoignage d'Olivier Gosset aujourd'hui. Pour résumer un petit peu la situation qu'on rencontre chez beaucoup de clients, qui n'est pas forcément la vôtre, mais vous pourrez sans doute vous y reconnaître pour une part. Lorsqu'on discute avec des clients, nous partons de la situation qui est à gauche, avec une multiplicité de petites bases de données. Donc, certaines qui sont liées à votre activité publicitaire online, ce que j'appelle une base ad-centrique, certaines qui sont liées à votre activité Web Analytics, donc c'est la base site-centrique, et puis une base plutôt orientée CRM, que ce soit CRM, PRM, hein, bien sûr, mais plutôt orientée user-centrique. Et je dirais qu'à minima, quelle que soit votre activité, online, brick and mortar, vous avez de toute façon un premier problème qui est que la connaissance que vous avez de vos audiences, de vos clients, de vos prospects, elle est finalement répartie dans ces 3 bases et ces 3 bases ne se parlent pas. Elles sont, comme on le dit souvent, en silo. Donc, un des premiers enjeux, c'est d'arriver, pour vous permettre de mettre en place un marketing data-driven, d'essayer de réconcilier ces 3 univers de données qui chacun contiennent une partie de l'information dont vous avez besoin pour bien comprendre les visiteurs qui arrivent sur vos sites, vos prospects, vos clients, et donc mettre en place les tactiques d'upsell, de cross-sell qui sont pertinentes. Évidemment, si vous avez une activité, je dirais, offline, retail, réseau, banque, finance, assurance, vous aurez d'autres thématiques qui sont les thématiques illustrées par les bases qui sont en bleu à gauche,
une base retail avec des tickets de caisse par exemple, une base pourquoi pas offline média avec vos campagnes télé, vos campagnes radio qu'on peut désormais digitaliser, et puis une base évidemment call center que vous pourriez déjà avoir dans la partie pure player, mais une base call center, réclamation, support client. Voilà. Donc ça, ce sont tous les univers de données que vous avez de toute façon déjà dans vos organisations, qui sont par contre un peu hétérogènes, un peu dispersés, un peu en silo, pilotés par peut-être des managers ou placés dans des départements différents. Et un des premiers enjeux de la transfo digitale dans laquelle vous êtes tous engagés aujourd'hui, c'est d'arriver à faire de toutes ces bases disparates une base centrale, centrée sur le visiteur centrique ou people centrique, comme on dirait aujourd'hui. Cette base people centrique va vous permettre d'avoir une connaissance parfaite de tout individu appartenant à vos audiences avant que vous preniez la parole avec lui. Donc voilà un des premiers enjeux. Voilà la situation qu'on rencontre, une multiplicité de bases. Voilà un des premiers enjeux pour nous au quotidien dans la gestion des projets, c'est de faire converger ces données vers une base centrale. Et cette base centrale, elle va alimenter une base qui s'appelle chez nous Tag Commander Engage et qui va être la base opérationnelle, le support opérationnel de toutes vos actions, de toutes vos initiatives marketing, avec comme enjeu bien segmenté ou mieux segmenté, mieux ciblé et évidemment mieux personnalisé, ce qui devrait vous apporter plus de performance en sortie. Alors cette base Engage, elle peut avoir deux grandes familles d'applications. Une première famille qui consistera à aller nourrir les outils que vous connaissez peut-être déjà, qui vous entourent peut-être déjà, qui sont les outils de data visualisation. Alors pour mentionner quelques noms, on aura en France BIM, par exemple, on aura Tableau, Software, on aura Click avec sa nouvelle offre ClickSense. Voilà, donc c'est des outils qui vont peut-être vous permettre d'accompagner, d'aller un petit peu plus loin dans la visualisation des données et dans le monitoring finalement du comportement de vos audiences, donc dépassant un petit peu ce que le Web Analytics peut faire aujourd'hui ou peut vous apporter aujourd'hui. Et puis, deuxième grande famille d'usages, l'activation des données, qui sera au cœur du témoignage d'Olivier Gosset. Et cette activation des données, le principe va être de dire, maintenant que j'ai compris qui est ce visiteur ou qui est ce client, où il en est, qu'est-ce qui l'intéresse, quels signaux il m'envoie, et bien comment est-ce que je vais pouvoir lui proposer des scénarios marketing qui le mènent vers la conversion, vers l'upsell, vers le cross-sell, via l'écosystème publicitaire qui vous entoure ou la simple mobilisation de vos équipes, de vos canaux commerciaux, comme le call center par exemple, comme les programmes CRM ou l'acquisition via le dispositif proposé dans l'écosystème publicitaire. Voilà un petit peu la situation, c'est le slide qu'il faut garder en tête éventuellement et qui explique l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à adresser classiquement, je vais reprendre quelque chose de très connu, mais le bon message au bon moment, à la bonne personne, avec le bon canal. Donc ça, c'est un principe qui est connu depuis longtemps. Notre combat aujourd'hui, c'est plutôt de rendre ce principe actif à l'échelle de vos activités quotidiennes. Voilà. J'ai terminé pour la présentation. Je vais passer la main tout de suite à Olivier Gosset qui va pouvoir démarrer le partage, le retour d'expérience sur le projet qu'il a mené. Olivier, c'est à toi. Ok. Alors. J'espère que tout le monde, bonjour à tous, et j'espère que tout le monde peut voir mon écran. Bon, très rapidement, une présentation me concernant plus particulièrement, puisque je suis effectivement en charge des ventes e-commerce pour Nestlé Suisse, donc l'ensemble des marques Nestlé sur le territoire suisse, avec deux exceptions bien précises, Nespresso et Specialty, qui sont deux business managés au niveau international de manière centralisée. Donc, hormis ces deux business, j'ai de la responsabilité donc sur deux axes principaux. Premièrement, des plateformes de vente que Nestlé détient, sur lesquelles nous avons l'intégralité de la relation et du service rendu à l'acheteur final. Donc c'est notamment le cas qu'on va aborder plus spécifiquement ce matin. Et puis avec un deuxième pendant, vous verrez quelle est la conviction qui se cache derrière, c'est que je suis aussi en charge des relations avec les clients e-retail, donc les équivalents des Carrefour, Tesco, Auchan et l'ensemble de ces acteurs de l'e-retail. Et on va jouer énormément nous sur la combinaison de ces deux principaux canaux e-commerce pour essayer d'en tirer le meilleur et de s'affirmer face à nos concurrents que sont, suivant les catégories, ça peut être des Lindt, des Unilever, etc., etc. Voilà, donc
On est vraiment un acteur, une marque, une constellation de marques qui cherche sur l'e-commerce notamment, qui est le canal à plus forte croissance, à être très, très pertinent pour nos consommateurs. J'ai précédemment très rapidement travaillé pour la Redoute Suisse et pour un acteur du photo finishing, du type Photobox notamment, mais qui s'appelle Nifolor, qui est présent et actif dans 9 marchés au niveau européen. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi comme ça que ce tag management est assez vite arrivé dans nos plans et dans notre stratégie, c'est que j'ai démarré du data mining il y a à peu près une quinzaine d'années pour depuis développer des plateformes e-commerce pour les acteurs que j'ai cités et de bien souvent travailler dans du business development parce qu'on est vraiment sur un créneau qui est fondamentalement nouveau, effervescent, qui évolue sans arrêt. Et je pense que depuis à peu près 2-3 ans avec le tech management, on est face à une nouvelle rupture au niveau des data et au niveau de l'activation CRM marketing qu'on doit être capable d'en faire cette année et sur les prochaines années. Très rapidement, je vais rapidement afficher le tout. Le contexte donc qui nous occupe ce matin, c'est le D2C, Direct to Consumer, donc les activités directes de Nestlé avec les acheteurs finaux, le grand public. On va parler plus précisément d'un site marchand qui a été lancé fin 2011, qui propose 5 catégories que sont le chocolat, le café, les boissons été, le culinaire, les sauces, les plats préparés, etc., le bébé et les aliments chiens et chats, pet food. Donc là, vous pouvez le voir très rapidement, une diversité de marques, une diversité d'audience, donc quelque chose d'assez hétérogène qu'il faut beaucoup mieux comprendre. Et toute la problématique il y a 2-3 ans, c'était de se dire, voilà, c'est pas forcément avec les outils Web Analytics qu'on va dans la finesse, et notamment en termes CRM, avoir les leviers en main pour interagir de manière pertinente, de manière personnalisée, de manière assez scénarisée avec toutes ces personnes qui ont juste des moments de vie et des temps de contact qui sont radicalement différents. Nestleshop.ch, donc en image, ça donne un site desktop, c'est un site mobile, c'est aussi une application mobile native. Et là, le tag management, j'y reviendrai un peu plus en détail par la suite, joue un rôle très important de centralisation des data, quel que soit le device sur lequel on se situe. L'objectif, il est clair, c'est qu'on ne sera pas pertinent si on n'a alors le desktop, c'est 50% du trafic, le site mobile, smartphone, donc sur les petites résolutions, petits écrans, c'est 30% et 20% c'est sur les tablettes. Vous imaginez bien que si un de ces supports nous échappe, on va venir se couper une partie non négligeable de trafic et ne plus être du tout d'ailleurs pertinent parce qu'on aura juste oublié peut-être le tiers le plus efficace des visites que ce consommateur donné ou ce client final donné à effectuer sur un de nos sites. Les objectifs majeurs, là pour récapituler, c'est que premièrement, on a des contraintes légales, vous connaissez tous, qui évoluent, qui sont pas encore trop sévères sur la gestion du cookie, mais qui vont certainement se renforcer année après année. C'est l'Union européenne et la Suisse suit aussi les recommandations de l'Union européenne à ce niveau-là. Et Nestlé a un œil particulièrement attentif sur la sécurisation et la gestion de la vie privée, donc des données qu'on est capable de capter. De très grands groupes on subit parfois des attaques, donc il faut rester absolument humble à ce niveau-là, donc avoir un regard tout particulier sur la sécurisation des données. Donc, je pourrais revenir précisément sur l'intégration qu'on a faite de Tag Commander, mais ce qui est certain, c'est que ces datas sont sécurisées, hébergées, conservées absolument dans nos infrastructures. Et vous pouvez imaginer que le groupe et les teams sécurité du groupe ont regardé de manière très très fine la manière dont Tag Commander avait été intégré. Bien sûr, au niveau business et à notre niveau CRM, c'est de comprendre de manière beaucoup plus pertinente les comportements des consommateurs, mieux comprendre leurs besoins, leurs envies, par rapport à l'ensemble des produits, l'ensemble de nos marques. Même un produit simple peut être accédé via 4 ou 5 manières de naviguer sur notre site. Je prendrai le cas d'un produit bébé. Vous pouvez y accéder parce que votre bébé a moins de 3 mois, donc vous n'êtes intéressé que par les produits d'un bébé de moins de 3 mois. Vous pouvez y accéder parce que que le bébé est habitué à telle ou telle marque. Vous pouvez y accéder parce que ce bébé a un problème au niveau allergie. Donc, c'est un accès par allergène qui va vous sembler pertinent. Donc, voilà, le tag management se capte derrière cette compréhension des comportements, des envies, des besoins, parfois des mamans ou des papas qui se cachent derrière, par exemple, les bébés qui ont besoin de certains de nos produits.
Puis effectivement, un deuxième axe, c'est qu'à partir du moment où on a une donnée qu'on sécurise, qu'on comprend, qu'on essaye d'interpréter, on va essayer de l'activer avec au final, et comme tout site marchand, un seul objectif en tête, c'est le taux de conversion, parce qu'on sera plus pertinent, parce qu'on aura un message qui s'adaptera réellement au profil qui est en train de naviguer notre site, et avec un certain nombre d'outils, puis on va revenir en détail sur cette notion-là, d'outils de recommandation personnalisés, promotionnels, produits, en temps réel ou en mode différé. On a un certain nombre de leviers maintenant qui ont été intégrés de manière d'autant plus puissante que le tag management nous permettait d'avoir une structuration des données qui scénarise toutes ces campagnes, qui scénarise le fait quelqu'un est en train de naviguer toute notre catégorie chocolat habituellement, et avant on aurait dû un à un intégrer tous ces outils-là de manière souvent longue, puisqu'on aurait dû réinventer un plan de tagage. Là, l'objectif via le tag management, ça a été d'accélérer le déploiement de ces outils d'activation, parce qu'on a déjà un set de variables qui est disponible et sur lequel on vient connecter un outil qui va directement échanger cette donnée. Le contexte projet, je vous le donne. Alors, vous connaissez, j'ai cité Nespresso, qui effectivement géré de manière assez dédiée et assez spécifique, mais avec lesquels on se retrouve sur pas mal de sujets, notamment celui-là, puisqu'on a eu des appels d'offres qui ont été simultanés et qu'on a beaucoup échangé, avec deux axes assez différents, vous le voyez. Nespresso avait un focus très fort sur l'attribution. Nespresso, qui est acteur international, a des budgets digital marketing conséquents. Donc l'attribution et l'affectation du chiffre d'affaires généré par canal d'activation digitale, c'était pour eux le focus numéro 1. Et nous, n'ayant pas cette vocation à être internationale et avoir ces volumes d'investissement, on était par contre beaucoup plus intéressés dans cette stratégie qui nous lie à l'e-retail. C'est-à-dire que pour avoir un discours et des échanges plus pertinents avec nos acteurs de l'e-retail, il fallait absolument qu'on connaisse beaucoup mieux nos acheteurs finaux et nos consommateurs, qui sont finalement les mêmes que tout le monde. Donc c'est une donnée, les données, ce que je vous présente ce matin, il faut savoir qu'on en partage une bonne partie en termes d'insight avec nos clients de l'e-retail, parce que c'est énormément d'informations additionnelles que parfois nos concurrents n'ont pas, et qu'on peut pousser vers ces acteurs-là pour avoir un discours ou des opérations commerciales qui soient plus pertinentes. Un objectif à la fois clair, j'allais dire presque non négociable et fondamental, c'était qu'on ait via l'intégration du tag management une DMP propriétaire, donc les données chez nous, sécurisées, hébergées, et surtout après réagrégées et réinterprétées à notre niveau. Donc 100%, je dirais, de ce que je vous présentais ce matin était vraiment internalisé, y compris en termes d'organisation. Et une vision globale et locale, puisque si la Suisse est le marché pilote, il y a une certification, une globalisation de la solution qui est en cours, très avancée, donc sur lesquelles, bien sûr, on a dû discuter avec toutes les entités du groupe concernées pour que Tag Commander puisse être proposé à n'importe quelle marque et n'importe quel marché Nestlé. Très rapidement, mais là je vais très vite sur cet aspect-là parce que le temps nous est relativement compté. On a eu deux principaux steps. Simplement pour vous montrer, je vous laisse le parcourir, c'est qu'on a voulu rester agile, c'est-à-dire aller vite, mais tout en respectant un cadre d'une multinationale qui a un certain nombre de contraintes et de règles à respecter. Donc vous voyez que les entités IT, le légal, purchase, pardon pour la petite faute d'orthographe, purchase, donc les achats ont été intégrés à notre démarche, mais ce qui nous a pas empêché d'aller vite en la matière, puisqu'avec Nespresso, les headquarters, nous avions pu aligner nos évaluations, accélérer le processus de sélection de la solution et passer relativement rapidement à la phase de déploiement. Phase de déploiement avec un mot-clé que je garderai, moi, c'est ce mode flash setup. On voit souvent dans le déploiement de ce genre de solution un mode un peu tunnel et un peu long où voilà, nous on va se positionner sur quels sont les enjeux du tag management, puis on donne cette information-là à l'éditeur, donc là en l'occurrence Tag Commander, puis après il y a une mise en relation qui va prendre forcément quelques temps avec notre intégrateur e-commerce, donc on a forcément c'est pas internalisé, l'intégration de nos plateformes e-commerce est gérée par d'autres agences, et ça prend beaucoup de temps, on perd de l'information, on n'est pas forcément pertinent. Le flash setup, c'est pour nous 4 jours précisément passés sur site, donc avec une personne de Tag Commander et de notre agence qui s'appelle Smile, où nous on a
on va suivre le début et la fin du process, mais où les personnes et le consultant est sur place et va répondre en temps réel à toutes les questions d'intégration qui se posent. Au bout des 4 jours, on a un premier test utilisateur qui peut être fait à notre niveau et qui fait qu'à notre niveau, le tag management est intégré, les variables sortaient, on a fait un check des données qui sortaient de la plateforme et sur les semaines qui suivaient, on était prêt à passer à la mise en production. Donc voilà, on avait intégré à la fois l'intégration du tag management plus 3 connecteurs qui étaient Google Analytics, Google AdWords et Facebook Ads. Et on a pu partir directement sur ce setup-là. Pour information, on a à peu près maintenant 18 mois, 2 ans après. Le plan de tagage n'a quasiment pas évolué, même je dirais pas du tout. Et ce qui nous permet d'avoir une historisation des données qui était fiable, stable dans le temps, et qui fait que malgré ce temps de déploiement relativement limité, on a une vision assez précise des données. Vous verrez de manière plus exhaustive après quel type de données on traite, qui n'a pas évolué depuis. Donc très rapidement, on devait faire face à une explosion de données. Ce projet a vraiment porté sa normalisation, sa collection de manière beaucoup plus structurée entre tous les devices et la réconciliation et à nouveau historisation et hébergement au sein de nos infrastructures. Donc, ce premier objectif a été rempli très rapidement. Dans le temps, on a vu que effectivement, on gagnait en agilité. Je reviendrai sur les solutions d'activation qu'on a mis en place. On a pu voir a posteriori qu'une nouvelle solution s'intégrait de manière beaucoup plus rapide dans notre paysage de solutions, puisqu'avant on devait intervenir sur la plateforme e-commerce. Désormais, on intervient via la console d'administration Tag Commander. On fait du data mapping et à partir de là, les éditeurs de solutions qui sont de plus en plus souvent certifiés, alors, notamment pour nous sur Tag Commander, prennent contact et ont souvent croisé des projets antérieurs en relation avec le Tag Management et Tag Commander. Et vous imaginez que ça améliore sensiblement le dialogue et l'intégration se passe de manière beaucoup plus rapide. Je donnerai un exemple avec une des solutions d'activation et vous verrez le temps de déploiement qui nous a été nécessaire. Voilà, le cadre réglementaire qui a été bouleversé, des consommateurs qui sont aussi plus mûrs, vous avez entendu récemment aussi parler du droit à l'oubli, de toutes ces discussions et négociations par rapport notamment à Google. Donc voilà, il était obligé et quelque chose de fondamental pour nous de s'y conformer, voire d'être en avance de phase, donc de se préparer avec une gestion de la privacy, donc la sphère privée des utilisateurs qui soit poussée dans le futur. Pour l'instant, les législations ne nous les obligent pas, donc on y va pas à pas, mais on s'y prépare et on sait que à ce niveau, Tag Commander pourra fonctionnellement répondre à nos besoins. Voilà, donc le référentiel client unique qui se cache, qui est le socle, qui se cache derrière des objectifs business qu'on rappelle brièvement via ce slide. Surtout l'optimisation, la conversion, qui reste notre KPI clé, qui est le fondement même de notre profitabilité. Donc voilà, c'est quelque chose de fortement regardé par mes collègues de la finance. Pourquoi on a choisi donc à l'époque Tag Commander? J'ai cité certains critères de manière assez complète. Effectivement, on avait premièrement un modèle qui pouvait à la fois en mode pilote être relativement efficace pour très vite mettre en place, donc avec un modèle financier qui nous permette, et puis une globalisation qui est en cours, qui nous permette de monter en termes de scalabilité, en termes d'extension sur d'autres marchés, sur d'autres marques. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec les équipes de Tag Commander dès le départ et qui nous a rassurés à ce niveau-là. Il n'était pas question que Nestlé puisse certifier globalement une solution qui ne soit pas prête à monter en charge, à monter ne serait-ce qu'en termes de pricing au niveau des instances qu'on souhaite supporter via Tag Commander. L'ouverture des systèmes, effectivement, je reviendrai par rapport au système d'activation qu'on a mis en place. C'est assez fondamental de voir que de plus en plus d'acteurs, et c'est un de nos critères maintenant sur d'autres solutions d'activation CRM, un de nos critères est l'évaluation de cet acteur en termes de tag management. S'il est à l'aise avec ce type de solution, pas seulement Tag Commander, mais avec ce type de solution, bien sûr que ce sera un élément assez positif pour la solution marketing ou CRM considérée. Et puis je dirais, voilà, la qualité des équipes. Le flash setup nous a permis au départ de vérifier que on parlait
ce même langage qui est un mix de business, de technique, parce qu'on reste dans le domaine quand même de la data, avec des gens qui, même du domaine technique, peuvent parler ou peuvent imaginer l'utilisation business qui sera faite derrière de la data. Donc finalement, se poser la bonne question sur la qualité de la data. Pour juste vous donner un exemple, l'arborescence d'un site marchand est dynamique. Donc éventuellement des catégories apparaissent, disparaissent, changent de nom. Donc vous voyez bien que s'il n'y a pas une réflexion au niveau technique sur la manière dont, de manière pérenne, la catégorie du produit consulté par un utilisateur n'est pas bien pensée, on peut juste, au bout de 2-3 mois, avoir un modèle qui ne tient pas la route. Donc ça, c'est le business qui forcément a conscience de ça, mais c'est surtout le technique qui va trouver la bonne solution à cette problématique-là. Pour se mapper à la terminologie des produits Tag Commander, on a principalement, et ça correspond, si vous avez en tête notre objectif initial, ça correspond à notre premier objectif qui était de manager nos tags et d'avoir une propriété forte sur la data pour pouvoir l'activer. Donc ça, c'est Engage. Donc Engage plus Manage nous donne ce socle. Et maintenant, notamment sur le domaine de l'attribution, on avance. On a aussi des outils qui sont maintenant particulièrement bien utilisés Tag Commander pour travailler l'attribution. Donc voilà, on commence à entrer sur ce domaine-là également. Donc ça nous permet d'y aller brique par brique pour avoir voilà, le bénéfice maximal qui était pour nous surtout de savoir activer notre donnée au niveau CRM dans l'immédiat. Je vais tout de suite montrer, l'animation n'est pas tout à fait finalisée, un petit peu l'architecture. Là, je vais peut-être passer 2-3 minutes là-dessus. On a une plateforme qui est sous Magento, qui est la solution e-commerce globale mondiale de Nestlé, avec donc à date 120 ou 130 business e-commerce qui sont basés sur cette plateforme. Donc Tag Commander va vraiment agir comme le centre de capture et de structuration des données. Donc on ne voit pas de notion volontairement de notion de device apparaître, puisqu'en fait Magento va servir un site mobile, va servir le site desktop. Prochainement, on va encapsuler le site mobile pour en avoir des applications natives, enfin, hybrides du coup. Donc ce tagging, on l'utilise et on le structure une fois en interaction très forte avec Magento, mais par contre il va être valable et strictement identique quel que soit le device. Tellement identique que si je supprime une seule colonne qui contient l'information du device, du type de device sur lequel la session est enregistrée, personne ne pourrait différencier une session d'un smartphone avec le desktop. C'est-à-dire que les catégories consultées, c'est-à-dire que l'étape de process commande sur lequel l'abandon de commande a été effectué sont strictement identiques. Et bien sûr, on viendra sur le domaine de l'activation, ça nous permet d'avoir des données agrégées qui soient toutes pertinentes, puisqu'on va pouvoir avoir la même définition de l'abandon, la même définition des catégories qui intéressent le plus un visiteur donné. Et ça, c'était fondamental. Toute nouvelle agence qui travaille sur notre site mobile ou sur une variante d'un de nos sites, dès le départ, on leur donne le plan de tagage, ils voient les données qui sortent du site de la version mère pour absolument respecter ça, et c'est quelque chose de fondamental et d'absolument obligatoire. On a un autre composant d'enrichissement de données, là on est plus dans le domaine du data mining qui est SAS, qui est une solution groupe, donc on en a hérité. Par chance, j'étais initialement un utilisateur, donc c'est vrai que c'est un environnement sur lequel on se sent plus à l'aise. Bien sûr, ça pourrait être d'autres outils que SAS, c'est celui qui nous a permis d'être tout de suite d'être performant. Il a une fonction essentielle, c'est que Tag Commander, même si la donnée, si vous la lisez, même sous un bête Excel, elle est intelligible, elle est compréhensible de la part de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste en données. Par contre, elle va pas être activable. Si on prend un outil mailing va pas savoir lire une base de données relationnelle. Il faut pouvoir cruncher la data, l'agréger pour que pour une personne donnée, on ait une information qui soit beaucoup plus client fidèle, plus c'est un fan du chocolat et c'est un tout nouveau client en termes de baby food. Donc on peut supposer que s'il a en plus commandé sur une tranche d'âge toute jeune, c'est quelqu'un qui est vraiment en train d'entamer son cycle de vie avec nous sur une marque que son enfant a commencé à apprécier, sur lesquelles on a forcément pas mal de choses à dire, avec qui on a pas mal de choses à échanger. Donc vraiment, cette brique SaaS, elle est fondamentale. Sinon, voilà, les datas vont pas être activables par les plateformes d'activation, qui pour l'instant sont un petit peu trop nombreuses à mon goût et à notre goût. On
on les concentre petit à petit. On en a 3 principalement. Bimpulse, c'est l'outil de personnalisation du site en temps réel sur des aspects promotionnels. Donc, un banner qui va vous proposer une promotion ou un nouvel assortiment en café, par exemple, ou en bébé, ou sur le chien-chat. C'est cet outil qui va répondre en temps réel, donc interface avec ta Commander, et lisant les données qui sortent de SaaS, qui va tout de suite donner la réponse, le banner le plus pertinent. Donc, sur notre site, on n'est pas en retargeting sur des sites publishers. Sur notre site, quelle que soit la page où on se trouve, on aura un message qui va être customisé par rapport au profil auquel on a à faire face. Smart Focus, lui, va servir l'email. Donc là, on est plutôt clairement en mode différé. Un email qui va aussi s'adapter sur les mêmes mécaniques que celles dont je viens de parler pour Bimpulse. Il va aussi servir, Smart Focus, ça c'est un peu plus historiquement parce qu'on l'a utilisé aussi, sur la recommandation produit. Donc là, on n'est plus sur de la recommandation comme le fait Bimpulse d'une promotion optimale pour ce visiteur donné. On est plutôt sur de la recommandation produit. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise toujours et que voilà, Bimpulse est arrivé après Smart Focus sur la partie recommandation produit. C'est pour ça que ces deux éléments sont gérés de cette manière-là. Et le troisième acteur, qui est AxEngage, est un acteur très spécifique qu'on a utilisé et sélectionné pour tout ce qui est application native. Donc ils ont un outil de notification donc sur votre smartphone, notification donc qui se rapproche plutôt de ce que fait Smart Focus en email, et de banner in-app, ce que fait plutôt Bimpulse. Donc AxEngage en fait fait de la personnalisation sur notification ou dans l'app en elle-même. Donc ce que fait Smart Focus et Bimpulse sur le web, AxEngage le fait en application native. Donc voilà, c'est un petit peu encore un peu trop dispersé à notre goût, mais on y travaille et ça vient de raisons historiques et de différents usages dont je viens de parler. L'objectif, c'est qu'on puisse couvrir l'ensemble des devices et l'ensemble des supports qui sont à notre disposition avec les mêmes data en source. Les data, parlons-en rapidement. Vous entendez souvent l'étape du data layer. C'est vrai que c'est une étape absolument clé. Elle est beaucoup plus business et fonctionnelle que parfois ce qu'on en dit, parce que en fait derrière les captures de données, vous pouvez projeter beaucoup de scénarios, des scénarios qui sont marketing, des scénarios qui sont CRM, au-delà du type de données que vous allez capter. Donc capter le type de device, bien sûr, ça va nous permettre d'adapter d'autant plus le moment avec lequel on va contacter la personne. On a des devices qui ne servent pas du tout aux mêmes heures, pas du tout pour les mêmes usages. La langue, ça c'est une spécificité du marché suisse, mais pour les acteurs internationaux, il est évident que si votre plateforme est .com et que vous servez 12 ou 15 langages, vous devrez capter cette donnée-là. Et puis, sur ce premier lot, je citerai bien sûr l'authentification. Ça, c'est vraiment un domaine en tant que tel à considérer. Toutes les manières d'authentifier une personne seront extrêmement importantes pour justement venir compiler toutes ces sessions et avoir un historique très riche sur cette personne. Identifier la personne, comment concrètement on le fait? On le fait si la personne passe commande, c'est évident. Sur notre site, pour des raisons notamment de détection de fraude, on ne peut que passer une commande en mode identifié. Donc toute passation de commande entraîne une authentification. Vous pouvez vous identifier sur votre compte client, ne serait-ce que pour le consulter, mais vous pouvez aussi et surtout vous identifier par un simple clic au sein d'un email, un email de campagne promotionnelle par exemple. Donc ça, c'est typiquement des intégrations qu'il faut discuter avec le provider emailing, et elles sont fondamentales parce que la définition est la suivante. Si au sein de 3 mois, on arrive à capter une seule identification pour un utilisateur donné, on va pouvoir remonter l'ensemble de son historique. Donc, admettons que sur notre site, vous ayez visité 7 fois le site sans aucune identification. Lors de la 8e visite, vous créez votre compte pour vous préparer à passer commande. Finalement, vous ne passez pas commande. Ce qui a compté pour nous, c'est que vous avez créé votre compte. Il y a votre adresse email qui est attachée à votre compte et on récupère vos 7 précédentes visites. Donc, on a 8 visites d'historique sans même que vous ayez jamais passé commande. Donc, vous imaginez qu'en termes business, il y a des abandons là qui sont riches et qui sont intéressants à travailler en termes de CRM et de marketing. Puis après, sur les 2 autres plots, vous voyez rapidement, en temps réel, on peut capter bien sûr le produit visité, sa catégorie, suivant n'importe quel niveau de catégorie, la marque concernée, on a une bonne trentaine de marques sur le site. On peut capter les keywords qui ont
qui ont été saisies sur le moteur de recherche. Voilà, il y a toute une richesse d'informations plutôt comportementales qui va être aussi riche pour capter tous ces signaux faibles. Et si on est vraiment au centre de tous ces signaux faibles, on n'a pas besoin d'abandon de panier pour forcément commencer à connaître notre visiteur. Parce que déjà, quand il abandonne un panier, c'est qu'il a rempli son panier, c'est qu'il s'est identifié. Donc, on est déjà en train de lui demander beaucoup de choses. On essaye, nous, d'être plus léger, d'être plus comportemental dans l'analyse qu'on peut faire de ses visites, sans être trop exigeant sur le degré d'engagement ou le niveau de process commande jusqu'auquel il a été. Et puis, bien sûr, on aura tout l'historique de la commande, qu'elle a été abandonnée ou pas, et jusqu'à sa confirmation finale. Tous ces éléments-là, on les a de manière historisée, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'on historise et on héberge toutes ces données sur nos serveurs. Donc, on peut avoir exactement tous les produits browsés historiquement sur toutes les sessions précédentes, basés sur ce data layer. À nouveau, quel que soit le device, donc quelle que soit la plateforme, et avec deux usages principaux. La data visualisation, c'est moins le cadre ce matin, mais on a des outils type de ceux que Michael a cités, type Tableau, type BIM, qui nous servent, sur lesquels que Nestlé utilise. Chez ClickView aussi, par exemple, et notamment et surtout le data mining, c'est-à-dire que le client de ces data va être le data mining qui lui-même va être le fournisseur des plateformes d'activation finale au niveau marketing. Rapidement, je vérifie l'heure parce que le temps passe très vite. 2-3 business case parce qu'il faut quand même qu'on puisse vous montrer que ça s'est très concrètement réalisé dans les faits au niveau business. Celui-là, je vous laisse le parcourir parce qu'il rappelle un certain nombre d'outils d'activation dont j'ai parlé. Ce qui est important, c'est qu'on a à peu près 2,5% de conversion sur le site. C'est quelque chose qui est relativement public, on peut le signaler. Si on était capable de cibler ces acheteurs, voilà, on est capable donc de faire du CRM pertinent sur 2,5% des visites. On pourrait le faire sur 6% si on prend les abandonnistes, hein, tous ceux qui n'ont pas été au bout. Désormais, et donc ça c'est un chiffre réel, on est capable à peu près de cibler de manière nominative, donc avec l'adresse email notamment qui est derrière, 30% de notre trafic. Grâce à l'historisation des visites, à cette identification dont je vous ai parlé, et grâce aux outils d'activation. Donc maintenant, voilà, 3 sessions sur 10 nous permet d'avoir quelque chose à dire à la personne tout en connaissant son historique global de navigation. Donc ça, vous imaginez bien, c'est vraiment un axe assez fondamental et le taux de conversion, l'augmentation de 12%, c'est sur le taux de conversion global, quel que soit le device. Ce qui est donc pas négligeable. Donc rapidement, vous voyez un petit peu concrètement les outils. Là, vous avez Smart Focus qui fait de la recommandation produit, donc sur le desktop comme à droite sur la version mobile, juste pour montrer que le multi-device, c'est clairement le cas. Puis là, c'est simplement un autre emplacement desktop qui va répondre à d'autres logiques comportementales, donc avec d'autres recommandations produits. Je passe très vite ces éléments-là. Là, vous avez ici Bimpulse qui va sur cette catégorie-là, pour un type d'audience, montrer que on a des nouveaux produits chocolat, voilà, seulement si la personne. Cet exemple-là est un peu plus trivial, on a des exemples un peu plus complexes qui montrent que on intègre sur une catégorie donnée une promotion sur notre catégorie parce qu'on sait que la personne va être par ailleurs intéressée par d'autres produits. Et ça, c'est très rapidement Axe Engage, les notifications dont je vous ai parlé et les banners. Là, c'est un banner full screen. Vous voyez qu'intégralement que le banner, mais derrière, c'est notre application marchande qui se cache. Un deuxième point, donc on a énormément parlé de l'activation, mais je voulais juste faire un focus rapide, c'est qu'au-delà de l'activation, au-delà de ces techniques marketing qui nous permettent d'activer la donnée, c'est que cette donnée, maintenant, elle est venue fondre dans notre paysage en termes de réflexion marketing sur les nouveaux projets. Donc, je prendrai l'exemple de la refonte de notre site mobile. On avait un certain nombre d'insights qui nous venaient des analytics, peut-être pour certains d'entre eux d'études consommateurs. C'était vraiment insuffisant dans le sens où, par exemple, des dimensions d'analyse qui étaient complètement inaccessibles, par exemple un produit qui est multipositionné, comment on fait pour savoir finalement quel a été le chemin utilisé par quel type de client pour y accéder. Donc, les degrés de fidélité du client, un même produit accessible via 4 catégories différentes, quel est le chemin qui a été utilisé.
Tout ça sur mobile, je vais vous donner concrètement la question qui s'est posée, c'est qu'on ne peut pas mettre toutes les catégories, tous les axes, tous les filtres possibles. Vous imaginez bien que la taille à disposition est beaucoup plus faible. Ces outils qui sont venus donc des data tag management nous ont permis de prioriser les filtres et les catégories à présenter, d'optimiser aussi, donc notamment via Dimples, la profondeur des pages listes, de comprendre via tag management à quel point, alors ça, suivant vos catégories, vous verrez que c'est différent. J'ai travaillé dans la mode, la fiche produit dans la mode et la page à travailler. Et dans le food, c'est la page liste, puisqu'on est beaucoup plus dans une mise au panier en rafale, avec pas forcément besoin sur des produits très grand public, très connus, d'aller dans la fiche produit. On va pas forcément vérifier que la tablette chocolat ou le lait bébé, c'est exactement celui. Non, on a l'habitude, on les connaît par cœur, donc on les met en rafale depuis une page liste. D'accord? Donc, accélérer ça sur le mobile, pour nous, était fondamental pour optimiser la conversion, et vous voyez le résultat. Donc, 38% d'augmentation par rapport à la base précédente, qui était l'objectif principal. On avait, je voulais expliquer simplement ce KPI là, 60% de passer de 60% à 80%, les chiffres que vous voyez en haut d'écran. On mesure en fait en permanence la conversion sur smartphone versus la conversion sur desktop. Comme elle est fluctuante, il nous faut comparer aux mêmes dates simplement les devices entre eux pour savoir si on est meilleur sur mobile qu'avant. On était à peu près à 60%, c'est-à-dire que quand une conversion desktop était à un niveau 100, précédemment on était entre 50 et 60 pour être précis. L'objectif de ce projet-là était de passer à 80% de la conversion desktop sur smartphone. Donc, ce qui a été atteint, puisque avec ce taux-là de 38% en relatif, on a tout de suite pu atteindre, et l'objectif maintenant, c'est à minima de s'y stabiliser, et puis de retravailler le desktop pour améliorer à nouveau le desktop et remettre gentiment la pression sur le site mobile. Ce qui nous a permis en tout cas de rentabiliser le projet de refonte en 8 mois, ce qui a lieu exactement au moment où on parle, puisque le site a été lancé en novembre dernier. Donc, on est en train d'avoir le break-even au niveau des investissements qu'on avait. Voilà. Donc, typiquement, là, le time management, ça a été pas quelque chose qui était complètement anticipé de notre côté, mais on a eu vraiment une telle profondeur d'analyse que ça nous a vraiment permis d'en tirer des insights très, 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 très forts, très puissants. Je viendrai, ça sera il y a peut-être quelques slides derrière, mais je vais venir sur le dernier élément, comme ça on sera relativement dans les temps. C'est que le dernier next step qu'on aura à notre niveau, c'est de taguer multimarque. Là, on a parlé d'un site marchand qui est, lui, multimarque, mais qui est qu'une seule plateforme marchande. Vous imaginez bien qu'au sein d'Nestlé, chaque marque a son site, un site plutôt d'information et de communication, des nouvelles gammes, des valeurs de la marque, etc. Donc, clairement, l'objectif majeur, c'est qu'on va taguer de manière très industrialisée tous nos sites de marque. Et pour vous donner un objectif très simple, mais qui est complexe, mais qu'on pense pouvoir remplir, c'est qu'un site de marque va pouvoir nous donner toutes les données comportementales que vous avez vues sur un site e-commerce. Donc un site de marque, grosso modo, c'est un site e-commerce jusqu'au panier, à la page panier, jusqu'au tunnel de commande. Donc toutes les datas qui seront captées sur un site de marque devront être compatibles avec le site e-commerce au niveau comportemental. Le site e-commerce gardera sa spécificité d'avoir les données transactionnelles. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on va pouvoir réconcilier toutes les données comportementales, quel que soit le site sur lequel quelqu'un qui aime bien le chocolat peut être sur le site Nestlé Shop pour en acheter, peut être sur le site de la marque chocolat pour se renseigner sur les nouveautés de la marque. L'objectif, c'est que nous, on veut pouvoir échanger ces audiences, les compiler, les agréger les unes entre les autres, pour pouvoir, bien sûr, jouer au ping-pong entre la marque et le site e-commerce. Et voilà, en termes de retargeting sur des sites publishers, vous imaginez bien que si on sait que quelqu'un a visité le site de la marque, il est intéressant au niveau e-commerce de connaître cette donnée, et inversement. Si la personne est rentrée pour cette marque-là par le site e-commerce, on enverra cette donnée comportementale vers le site de la marque pour que la marque puisse d'autant plus adapter sa communication et son message. Donc, je pense que dans des groupes de type Nestlé, des FMCG, c'est, je pense, quelque chose de majeur. Et donc, on peut annoncer l'objectif et le résultat qu'on attend. Tout le challenge maintenant, et c'est notre focus, c'est d'y parvenir en gardant cette agilité, ce déploiement global dont on a parlé depuis le début. Voilà, globalement, pardon. Je vais passer là-dessus parce que je pense que sur il y a un certain nombre
de résultats business qui ont été déjà présentés, détaillés précédemment. Les next steps ultérieurs, au-delà de la globalisation du tagging, qui est pour nous l'objectif principal là dans les prochains temps, c'est de passer, parce qu'on aura des datas suffisamment nombreuses et suffisamment riches, d'avoir une cross-fertilisation en fait au niveau des marques. Donc cette cross-fertilisation nous permettra de discuter entre toutes les marques du monde Nestlé et d'échanger, comme je disais à l'instant, les données. Comme j'ai récemment, j'ai pu présenter ce point-là tout à l'heure, le tracking de notre app mobile, qui est pour l'instant une app purement native, on va passer sur une app hybride pour permettre une meilleure gestion du tagging de manière complètement centralisée, comme je disais. Donc c'est un petit peu voilà tous ces chantiers qui vont nous occuper ces prochains temps et qui, on l'espère, vont permettre d'amplifier encore les résultats business qu'on va obtenir à partir du tag management. J'en ai fini pour ma part. Je vais peut-être repasser la main ou à minima la parole à Mickaël. Exactement. Merci beaucoup Olivier pour ton témoignage. Je vous propose, on a vu un certain nombre de questions arriver pendant la prise de parole d'Olivier. Donc à partir de maintenant, je dirais officiellement, n'hésitez pas à rajouter des questions si vous en avez. Et puis je vais commencer, on a commencé à organiser un petit peu les questions qu'on a reçues, il y en a pas mal, et essayer de répondre aux interrogations que vous avez. Donc je redonnerai la main très vite à Olivier, mais je vais me permettre juste de structurer un petit peu les questions. Alors, il y a une première question qui nous était posée, qui est arrivée un petit peu avant que tu commences à parler de la personnalisation. Donc la question, c'était est-ce que la solution permet de personnaliser le site e-commerce? Donc, je pense que via... Vas-y. La solution en elle-même, ça c'est une brique fondamentale. Après, donc il y a les trois solutions qu'on a présentées, qui sont des solutions d'activation. Donc la solution en elle-même, non, mais par contre, c'est la source unique des données qui vont permettre l'activation et l'utilisation. Je vous ai cité certains providers en emailing, vous connaissez un certain nombre d'acteurs sur le marché. Voilà, chacun d'entre eux va venir lire et s'interfacer avec ces data. Exactement. Je résumerai en disant que Tag Commander aide Nestlé Suisse à capturer la donnée, que cette donnée alimente les outils qu'utilise Nestlé Suisse pour personnaliser l'interaction avec l'expérience consommateur, l'expérience client, et que c'est plutôt voilà la répartition des rôles qu'il faut garder en tête dans le cadre de ce témoignage. Deuxième question. Dernier élément, c'est que, pardon. Vas-y, Olivier. Non, dernièrement, c'est que le tag management maintenant fait partie est un des critères de sélection des solutions d'activation. C'est-à-dire qu'une solution d'activation qui n'aborde pas du tout la problématique du tag management, on a des doutes sur sa capacité à gérer vraiment la data. Voilà. Très bien. Deuxième question. Il y a un module d'avis consommateurs sur le site de Nestlé Suisse, et une des questions c'était est-ce que les avis consommateurs sont pris en compte ou rentrent dans la démarche que tu nous as présentée? Alors oui, effectivement, il y a un rating. Non, pour une raison simple en fait, c'est que donc nous sommes avec Ecomi, qui est un acteur européen. On a un certain nombre d'informations sur les feedbacks, mais on a obligation, notamment par rapport à tous les usages assez puissants via Google, d'avoir un tiers de confiance certifié par Google, ce qui nous empêche d'avoir un accès complet et total. Donc c'est pas Ecomi qui l'a refusé, ça fait partie du positionnement du service d'avoir un certain nombre d'informations, mais pas le tout, pour ne pas notamment fausser les résultats. Donc on a un engagement, c'est que les ratings que vous voyez, c'est des vrais acheteurs, etc. Donc nous, on peut interagir avec ces acheteurs-là, mais on pourrait manuellement reconstruire la data, mais on ne peut pas de manière structurelle la reconstituer. Ça donne à Ecomi un rôle indépendant qu'il souhaite conserver, que nous-mêmes souhaitons qu'il conserve. Merci. Une autre question autour du thème de l'acquisition, l'acquisition de nouveaux clients. Est-ce qu'il y a un lien entre la démarche que tu as exposée aujourd'hui et, je dirais, la stratégie média, les budgets d'acquisition, les budgets de campagne? Comment est-ce que s'articule ce témoignage avec les autres composants qui te permettent de driver la performance du site?
Alors effectivement, là on a passé notre temps ce matin plutôt sur la partie CRM, donc forcément un peu plus fidélisation. On les connaît, on a un historique plus ou moins riche sur ces personnes-là. En parallèle et de manière complètement intégrée, on a des plans de retargeting, que ce soit en AdWords, en retargeting banner. Donc tous ces acteurs-là, alors on pourrait parler d'AdRoll, de Criteo. Vous les connaissez de Facebook Ads, parce que Facebook a quand même relativement bien fait évoluer son offre publicitaire. Tous ces acteurs-là, désormais, sont de manière obligatoire interfacés avec Tag Management, Tag Commander au niveau de Tag Management pour l'échange des données. Puisque, voilà, par exemple, Tag Commander va dire, cette personne-là, elle a été flaguée comme quelqu'un qui a visité du chocolat. Typiquement, Facebook, au niveau Facebook Ads ou d'autres techniques d'audience, va venir pouvoir intégrer cette data dans ses scénarios et puis dire, bon voilà, cette personne-là, je vais afficher tel bannière ou tel message. Donc, l'outil, oui, est complètement intégré à notre plan média, digital média, avec toutes ces techniques de retargeting qui existent, qui ont beaucoup progressé ces 3 dernières années. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire dédié là-dessus. Voilà. Donc, et on est en train en parallèle d'acquérir ou de regarder un outil d'attribution qui nous permet de voir voilà, d'où vient le chiffre d'affaires entre les différents leviers que nous avons activés avec un module de Tag Commander qui est l'attribution management. Allô? Oui, Olivier. Oui. Voilà. Je n'entendais plus. Pardon. On nous pose une petite question pour revenir sur ce que c'est que le data layer de façon très concrète. Donc, tu avais un slide qui présentait ce data layer et notamment les informations qui le structurent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour expliquer ce concept-là, ce que c'est concrètement? Oui. Enfin, le produit final, d'ailleurs, c'est un fichier Excel qui va lister des champs, qui va les reformuler ou les regrouper un petit peu. Donc là, vous avez la version PowerPoint, mais qui les regroupe de manière logique. C'est-à-dire, on a ce qu'on a appelé les variables d'environnement. Environnement, c'est votre device. Donc, est-ce que vous êtes sur desktop, est-ce que vous êtes sur mobile, potentiellement, quel navigateur vous êtes en train d'utiliser, quelle est la taille, la résolution de votre écran. Bon, ce que vous voyez souvent d'ailleurs dans les Web Analytics, on y ajoute de manière assez structurelle la langue, qui est d'ailleurs beaucoup mieux structurée via notre plateforme, puisque ils sont en train de naviguer une langue donnée, la langue française ou la langue allemande. Donc ça, c'est un paramètre qui est assez fort. Donc tous ces et l'ID de l'utilisateur est une variable d'environnement. Donc on les a regroupés. Donc après, en fait, le data layer, le délivrable, c'est un fichier Excel qui va préciser et qui va dire à l'intégrateur de la solution e-commerce où est-ce que se trouve, où est-ce qu'on attend de trouver ce paramètre-là. Donc l'intégrateur lui va regarder, ok, je l'ai pas, et si je l'ai, où est-ce qu'il se trouve et comment je fais faire passer cette valeur-là à Tag Commander. Et on a fait pareil, le deuxième, parce que j'ai pas le slide sous les yeux, mais je pense le connaître suffisamment, toutes les variables comportementales, donc c'était les catégories, les produits. Là, globalement, l'intégrateur a regardé ce que peut donner une fiche produit et une page liste. D'accord? Donc vous avez 2 pages. Donc ceux qui gèrent les plateformes, ils connaissent leur plateforme, c'est qu'ils ont une home page, ils ont une page liste, ils ont une fiche produit, ils ont un process commande. Donc globalement, vous reprenez un petit peu votre site, template par template, et vous vous posez à chaque fois la question de quelle information utile la page peut me donner sur celui qui la voit. Une fiche produit, par exemple, l'information utile pour nous, c'est la marque du produit. C'est pas forcément son prix. Je sais pas trop ce qu'on va en faire du prix. Par contre, ça peut être sa catégorie, puisque forcément une fiche produit, il y a une catégorie qui est attachée. Donc voilà, le data layer, c'est un composant surtout business pour moi, c'est qu'on balaye le site, on se balade sur le site, on prend chaque template et on va venir sélectionner les datas. Après, vous pouvez donner ça à l'intégrateur comme à Tag Commander et eux vont venir dire, voilà, cette donnée, elle est fiable ou pas, hein, parce qu'on pourra toujours en termes de data quality peut-être trouver des données qui ne sont pas fiables, tout en précisant où est-ce qu'elle se trouve. Voilà. Et à la fin, c'est un fichier Excel qu'on valide officiellement qui permet après l'intégration du Tag Management. Et concrètement, dans une des pages de votre site, le data layer, c'est la liste de variables qui existe dans le code source, quand vous affichez le code source, qui alimente une des solutions que vous avez développées, par exemple votre solution de Web Analytics sur votre site, la solution qui vous donne l'audience de votre site, travaille grâce à un tag, et ce tag se nourrit des variables dont vient de parler Olivier,
qui sont présentes dans le code source avec des libellés un peu particuliers. Et le data layer, concrètement dans le code source, c'est toutes les variables qui sont définies comme pouvant alimenter les solutions que vous auriez envie de déployer aujourd'hui ou plus tard. Voilà, pour terminer l'explication. On me posait aussi une question sur, on nous posait une question, pardon, sur la possibilité de travailler sur les réseaux sociaux. Donc d'aller dans l'exploitation des données actives au-delà de l'exploitation, alors soit on-site, soit via l'outil d'emailing. Est-ce qu'Olivier, dans tes plans, dans ce que tu as réalisé ou dans tes plans, tu as eu l'occasion de réfléchir à ce sujet-là, c'est-à-dire comment est-ce que tu pourrais retrouver ou adresser la parole à ces audiences-là, que tu connais donc bien puisque tu as capté un peu plus de données sur leur profil et leur comportement, mais en dehors de ton site, notamment sur les réseaux sociaux. C'est une vraie bonne question. Alors oui, on voit déjà comment les systèmes vont pouvoir discuter ensemble. Là, nous, on a une solution au-delà de l'emailing dont j'ai parlé. On va faire le choix de la meilleure solution qui, en termes de CRM multicanal, et j'intègre bien les réseaux sociaux dans ce scope. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux maintenant nous servent de call center digitalisé, déporté. Notre call center a l'habitude de gérer ça. Donc voilà, les solutions sont pas, je vais dire à date du jour, c'est notamment la suite Adobe qui intègre une partie des connecteurs, par exemple avec un Facebook, qui donne en fait qui fait le croisement entre l'identité, donc bien souvent l'adresse email, donc toute la partie emailing qu'on connaît chez Adobe Campaign, puis la partie de réseaux sociaux, potentiellement de faire un push de message sur un compte très précis. Donc ce qu'on fait, et ça c'est pas fait aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, c'est que Adobe, et quelle que soit la solution que vous ayez intégrée dans cet aspect CRM relationnel, c'est d'intégrer Adobe dans l'échange des datas qui sont faites avec le tag management. D'accord? Donc pour nous, c'est un composant comme ce que vous avez vu ce matin, pas forcément beaucoup plus complexe, et via lequel on va venir peut-être pousser, par exemple via Adobe, ça peut être aussi cas via un Salesforce, pousser l'extrait qui semble le plus pertinent des données. De manière très agrégée, je vous ai dit, l'outil de data mining nous permet ça, c'est de dire cette personne-là est fan de telle marque parce qu'on a une répétition de visite sur le site flaguée sur cette marque-là, qui fait qu'on commence à comprendre que la personne adore et il vient très souvent voir sur le site marchand. Est-ce que c'est un client très régulier ou pas? Voilà, toutes ces données-là, oui, c'est dans notre vision, non, c'est pas encore déployé. Très bien, je pense que c'est clair, merci. Sur la partie application mobile, oui. Est-ce que tu peux revenir sur ce qui est déployé? Notamment, on nous demande pourquoi tu es passé d'une application native à une application hybride. Je crois que c'est un terme que tu as utilisé tout à l'heure. Ouais, c'est aussi une très bonne question. En fait, le tagging déjà, enfin, sortons du cadre du tagging pur, parce que ce mouvement d'app native vers une app hybride, donc c'est-à-dire l'app hybride se base sur le site mobile, va venir un peu encapsuler le site mobile pour le rendre disponible en tant qu'app sur l'App Store, sur Google Play, enfin sur toutes les plateformes et dans tous les langages d'app. Pour nous, en fait, premièrement, on a eu des évolutions au niveau, le monde Android versus le monde iOS. Donc, il nous faut une manière beaucoup plus stable et beaucoup plus forte et beaucoup plus simple de maintenir grosso modo notre présence sur les sites mobiles. Aujourd'hui, hier, on avait et encore aujourd'hui, mais une app native qui était ergonomiquement un peu différente, avec des services pas tout à fait alignés, avec une communication avec le moteur Magento qui était pas forcément optimale. Donc, grosso modo, d'avoir deux plateformes mobiles de vente, c'était complexe, ça nous prenait beaucoup de temps à manager, puis on crée des gaps en termes fonctionnels qui sont pas du tout pertinents pour l'utilisateur final. Il se demande pourquoi, s'il utilise tel ou tel, ça peut être différent sur certains points et pas d'autres. Notre objectif a été de se dire, on refond le site mobile et à partir de là, on va encapsuler le site mobile pour republier sur les App Stores pour avoir quelque chose qui, en termes de merchandising, en termes de
gestion des promotions soit beaucoup plus unifiée. Et puis au final, et aussi, c'était dès le départ, c'est qu'en termes de tagging, une app native est parfois plus complexe à taguer qu'une app hybride. Et on voulait à nouveau unifier toujours ces données, être strictement comparables entre toutes nos plateformes de vente en ligne, app native, site mobile, site desktop, etc. Donc tous ces éléments-là, donc convergence au niveau look and feel et au niveau des services rendus aux clients finaux, une meilleure administration plus simple des promos, des produits, etc. Et au final, une convergence des datas, c'était les trois principaux objectifs. Et donc, ça sera live à peu près à fin d'été. On y travaille, c'est pas encore le cas. Merci Olivier. Et pour compléter la question qui était plus une question de features, est-ce que ton approche était liée au fait que ta Commodore ne propose pas de SDK Android et iOS? Non, non, on a bien un SDK Android et iOS, donc il n'y a pas de, c'est pas un blocage de features, mais c'est vraiment l'explication qu'a donné Olivier qui est les clés de l'analyse. Une autre question sur le rôle que joue SaaS dans la transformation de la donnée. Et Oui. alors la question c'est, oui, Tag Commander travaille en temps réel, on a compris, mais quid de justement de la chaîne d'exploitation en fait de la donnée une fois elle nourrit SaaS, est-ce que ça se fait en temps réel, quel délai il y a et voilà comment tu vois le sujet. Oui. Non, pas de temps réel, ça c'est clair, pas. On y va phase par phase. À terme, sur vraiment un set de données large, on pourra tomber en quotidien, c'est-à-dire synchronisation de manière incrémentale, donc que les nouvelles données qui nous parviennent. Pour l'instant, on a un hebdomadaire, donc c'est fait une fois par semaine, par flux automatisé. Mais pour l'instant, on n'est pas au-delà. Donc, ce qui veut dire concrètement, c'est que pour l'instant, on a des scénarios qui se basent sur en mode différé. Je parle bien de tout ce qui va être traité en mode différé, notamment l'emailing, avec un léger delta au niveau temps. Ça nous va plutôt, parce que l'objectif, c'est pas d'arriver 30 minutes après que le panier ait été abandonné en disant d'autres marques peuvent vouloir le faire et c'est vraiment pas un jugement de valeur, mais c'est pas notre optique. C'est plutôt d'arriver quelques jours après, avec une opération, une promotion pertinente, mais de manière plus légère, non intrusive, voilà, on vient de voir que vous avez une visite sur notre site, entre guillemets, on vous saute dessus. À nouveau, d'autres marques le font et le font très bien et le font de manière différente par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est pas notre optique. Donc voilà, c'est une synchronisation hebdomadaire voilà. Donc c'est en mode batch et ça va traiter aussi ces données en mode batch. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Olivier, on a plusieurs questions autour de Tag Commander comme solution de tag management et de GTM. Alors c'est une discussion qu'on a eue il y a longtemps ensemble. Est-ce que tu te sens d'essayer de repartager la vision que tu as sur l'opposition entre ces deux solutions-là? Alors on nous demande à la fois les points forts de Tag Commander versus une solution comme Google Tag Manager. Oui. Voilà, c'est autour de ça. Grosso modo, ça serait autour de ça si tu avais 3-4 points à partager. Oui. Bon, je connais pas exactement l'audience, donc s'il y a des gens de Google ou des gens affiliés, ils vont bien simplement comprendre. On a essayé de développer ce point de vue-là. Non, il y avait un feedback, je trouvais, plus sérieusement intéressant, qui venait de l'e-commerce one-to-one de Monaco, c'était en mars dernier, qui juste relatait le fait que GTM, comme l'ensemble des outils, notamment Google, mais pas seulement, c'est une communication one-way, à sens unique. C'est-à-dire que la donnée, bien sûr, on a accès à des reports via Google Analytics, on a accès à un certain nombre de choses. La différence fondamentale, c'est pas d'être seulement propriétaire des données, c'est qu'on a un accès total avec toutes les activations qu'on le souhaite. C'est que peut-être pour ceux autour de la table qui ont travaillé en vente à distance, moi j'ai travaillé pour la Redoute, un fichier client qui qualifie le comportement des clients a lui-même une valeur. Donc ça a été notamment un point qui a été abordé avec le légal, qui m'a posé exactement cette question-là dès le départ. Quelle est la différence de Tag Commander si on souhaite le globaliser côté Nestlé par rapport à GTM? Je suis surtout revenu, c'est pas le seul, mais vraiment pour focaliser l'attention, c'est qu'on devient, et c'est un passage obligé pour être réellement propriétaire des données et pouvoir vraiment l'activer comme bon nous semble. On l'a vu en mode très B2C détenu par Nestlé, mais je vous l'ai dit au tout début, c'est que nous, on échange cette information-là
avec les e-retailers. Je pourrais vous donner un exemple. La manière de naviguer un site par âge, par type de produit, par marque, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à connaître de la part des e-retailers, pas seulement sur nos plateformes. Donc, être capable de donner cette information-là parce qu'on la détient, parce que aussi elle est sécurisée. Alors ça, c'est une autre question. Ça, c'est pour moi quelque chose qui a une valeur, mais stratégique. C'est pour ça qu'on a voulu se mettre vraiment nous en avance de phase et très monétaire, parce que ça a une vraie valeur. La data au niveau mondial pour Nestlé, on a du mal à estimer pour l'instant sa valeur, mais elle est conséquente. Donc voilà, c'est ce point-là que je retiendrai. Oui, je voudrais peut-être ajouter une remarque là-dessus. Bon, je passe vite sur la couverture fonctionnelle, sur le support, sur l'ergonomie, sur le fait que ça puisse être utilisé plus facilement par des utilisateurs métiers qui ne sont pas formés à la technique, qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas geeks. Voilà, donc ça, c'est des dimensions qui peuvent avoir leur importance dans certains cas. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui sont connectés, qui sont encore connectés aujourd'hui. La problématique, quelle est-elle? Elle est que vous investissez tous un certain budget dans des campagnes publicitaires. Pour mettre en place ces campagnes, vous passez par des solutions qui ont toutes un avantage important sur vous. Elles maîtrisent la donnée. Au cœur de leur business model, de toutes les solutions qui vous proposent de la publicité, il y a une maîtrise plus ou moins bonne, mais souvent relativement experte de la donnée. Et donc, il y a une certaine asymétrie de l'information entre des annonceurs qui ont besoin de ces solutions-là pour délivrer correctement leur campagne, générer la performance et les conversions, et puis des annonceurs qui, justement, parce que parfois leur donnée est un peu éclatée en silos, hétérogène, que cette réunification n'a pas été faite, la démarche qu'Olivier partageait aujourd'hui n'a pas été déjà lancée, se retrouvent finalement avec très très peu d'informations pour prendre des décisions. Et la problématique de GTM pour nous, comme la problématique de Google qui a apporté énormément sur le web de façon générale, mais c'est tout simplement que Google s'est mis en position de capter énormément de données et que finalement Google vous revend ces données, vos données, j'allais dire, via les systèmes publicitaires qu'il met à la disposition du marché. Et donc un des enjeux pour vous, c'est bien sûr de continuer à travailler avec ces acteurs-là, ces solutions-là, quand vous en avez besoin, mais d'estimer peut-être un peu plus finement à quel moment vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous savez faire en interne en construisant votre patrimoine de données, en mettant en place vos propres scénarios marketing, et qu'est-ce que vous faites en passant par l'écosystème publicitaire. Donc c'est un petit peu lié à ce qu'Olivier partageait, c'est autour de la data, la propriété de la donnée, et la possibilité d'activer librement par des canaux internes, par des canaux publicitaires, vos données, est-ce que vous avez compris des profils. Voilà, pour compléter un petit peu la première réponse. Juste un élément, bien sûr. Michael, un élément juste, ouais. Aussi pour montrer celui qui est majeur, parce que souvent on montre les reports de nouveaux visiteurs, anciens visiteurs. La définition qu'a Google, donc GTM, Google Analytics, est fondamentalement erronée. Si vous reprenez en ayant les données, vous historisez réellement ce qu'a fait l'utilisateur. Vous êtes capable, par exemple, sur une campagne e-marketing donné, de vraiment pouvoir calculer de manière bien plus fiable le pourcentage de nouveaux clients que telle ou telle campagne vous a rapporté. Google a une définition très normalisée, enfin que tout le monde connaît, mais qui a une mémoire assez courte. Et là, on peut prendre des décisions marketing majeures, fausses, parce que on n'a pas effectivement vu que juste il y a 3 mois et 1 jour, cette personne-là existait déjà, mais vous l'avez perdu parce que les analytiques ne vous donnent plus cette information-là. Nous, comme je disais, la différence avec les data, c'est qu'on va propager l'identifiant très régulièrement à intervalle maximum de 3 mois, mais par contre, il va continuer à se propager. Donc, c'est des choses comme ça qui sont assez essentielles et qui font que, et là, je rejoins Michael, sur beaucoup de décisions business seront nettement plus pertinentes si vous possédez la data. Et si, au final, avec des Criteo ou autres, on remet à disposition certaines de nos data agrégées, puisqu'en fait, on fait le travail d'intégration avec un historique plus long pour leur dire, nous, on connaît encore mieux certaines personnes de notre audience que vous-même, puisqu'on a plein d'interactions que Criteo a perdu, que Adroll a perdu, etc., etc. Voilà. Donc, je confirme cet aspect-là. Très bien, et ça me fait transition parfaite pour un autre bloc de questions qui est autour justement de l'identifiant, du CRM onboarding. Alors,
Tu as, Olivier, partagé l'impact qu'avait eu en termes d'identification la mise en place de cette stratégie d'identification via le tag management, te permettant de passer à 30% de visiteurs identifiés, là où tu avais auparavant 2,5 à 6% de visiteurs identifiés. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur je sais pas, la valeur que cela a pour toi? Est-ce que par exemple cette identification, comment tu la vois progresser dans le temps? Est-ce que tu penses que 30% c'est le maximum? Est-ce que tu penses que ce taux va continuer à s'améliorer au fur et à mesure que les visiteurs reviennent, que les clés, enfin que la captation d'identité se met en place? Comment tu vois l'évolution d'une part, et qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors oui, on estime qu'on devrait approcher, je dirais dans les 12 prochains mois, on devrait approcher la barre des 50%. On pense. Il y a différents facteurs qui l'expliquent, notamment par exemple le fait que, alors historiquement, notamment le mobile était un peu en dessous en termes d'identification. On a refondu le site mobile, ça l'a amélioré. Il y a beaucoup de newsletters qui s'ouvrent depuis le device mobile. On parle de minimum une newsletter sur deux qui s'ouvre depuis un smartphone. Donc en ayant travaillé avec le provider d'emailing, tout clic, je le disais tout à l'heure, tout clic sur une newsletter, l'adresse email étant embarquée mais encryptée dans l'email. L'objectif pour nous, c'est de récupérer cette information-là. Du coup, toute visite issue du newsletter, d'un clic sur newsletter, va venir être identifiée. Donc on pense d'arriver vers effectivement 45-50% d'identification du site. Après, on en arrivera à un moment donné forcément à un maximum parce qu'on renouvelle le trafic. Malheureusement, comme tout le monde, on gagne, mais aussi on perd des clients, on perd des visiteurs. Et donc, on doit avoir un plan d'acquisition qui renouvelle. Forcément, des gens sur lesquels, pour certains d'entre eux, on n'aura pas d'historique, donc sur lesquels on va pas pouvoir tout de suite capter un identifiant. Mais voilà, en permanence, donc notre objectif aujourd'hui, avec en ligne de mire ce 50%, c'est de travailler sur d'autres sources. Je vais vous en donner une, tout ce qui est un peu social login, donc c'est grosso modo faciliter l'identification sur la plateforme marchande, mais via d'autres plateformes type réseaux sociaux, ce qui va faciliter forcément plein d'identifications sur notre site et dont va bénéficier le tag management juste derrière. D'accord? Donc ça, c'est vrai que notamment voilà les identifications sur plein de plateformes que vous connaissez, c'est un élément majeur qui pourrait peut-être changer cet objectif de 50% et nous le faire encore un peu progresser. Donc ça, c'est notre chantier. Et puis le pourquoi passer de 2,5 à 6 jusqu'à 30%, c'est qu'on a suivant vos métiers, il y a certaines catégories qui sont encore plus consommatrices de visites, mais on sait bien qu'il faut quand même pas mal de visites avant de convertir. Donc, plus on va être capable de capter assez tôt sur des signaux assez faibles, je vais vous donner un exemple. Parfois, on a l'identité du client parce qu'il a participé à un concours. Puis dans un concours, prenons 20 000 nouvelles adresses ou 50 000 nouvelles adresses captées sur un concours. Vous savez bien qu'il y en a peu qui vont réagir. Mais de celles qui réagissent, parce qu'on a le clic sur la newsletter, on va être déjà capable de voir que quand ils ont cliqué, quelqu'un qui s'est inscrit à notre concours commence à naviguer notre site. Puis il le navigue sur certaines catégories et pas d'autres. Ça nous donne accès à une data qui nous était complètement inaccessible avant. C'est-à-dire notamment de qualifier tous ceux qui nous viennent par des sources, on va dire, faibles d'identification, de trafic, qu'on va venir commencer à qualifier. Et bien sûr, derrière, on peut faire du retargeting email, puisque l'adresse email, on l'a, parce qu'on sait qu'ils ont cliqué sur notre newsletter. On sait surtout ce qu'ils ont vu, sans même qu'ils aient créé un compte. On est sur une adresse email de prospect. Mais sans même qu'ils aient fourni cette information-là de manière déclarative, on a du comportemental qui nous permet. Et là, bien sûr, on est tous pareils. On travaille pourcentage de conversion après pourcentage de conversion en essayant de grappiller sur les nouveaux prospects, ces nouveaux clients. Et voilà, un exemple assez concret de ce qu'on peut faire maintenant en termes d'acquisition. Super, très clair, très clair. Allez, 2 questions et puis on va libérer tout le monde, sauf si de nouvelles questions arrivent, mais c'est les 2 dernières que j'ai en tête. Première question peut-être. Tu as eu un rôle pilote dans la mise en place du projet. Alors la question qu'on me pose, c'est est-ce que tu as rencontré des obstacles ou quel type d'obstacles as-tu rencontré dans la mise en place du projet en partant d'une solution qui devait t'aider à gérer des tags et qui au final joue un rôle différent dans
dans ton approche. Oui. Ce qui est vrai, c'est que je pense, enfin, c'est cette question qui se pose. On a senti dès le départ, comme marché pilote, puis avec nos discussions au niveau global, qu'on n'avait pas du tout seulement à faire tag management. Il y a 2 ans, c'était présenté comme souvent une optimisation de la performance. C'est vrai. Comme une facilitation du déploiement des campagnes, ou ce matin, plutôt, on l'a vu, de nouvelles solutions. C'est vrai aussi. Et c'est pas négligeable. Mais par exemple, sur l'intégration de Bimpulse, parce que je l'ai finalement pas dit, on a mis une matinée à intégrer l'outil. On aurait mis à peu près 10 fois plus de temps précédemment. Parce qu'il aurait fallu retaguer, repenser le tagging. Là, la solution est tout de suite venue dialoguer. Donc ça, c'est historiquement ce qui a été, ce que continue à porter et à promouvoir des outils type GTM. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, quand on voit le tagging d'un site, on voit que ça capte des données, puis on voit le type de données que ça capte. Et avec mon passé de data miner, j'ai effectivement pensé que ça captait beaucoup de données très utiles, que c'était quelque chose qui, on était à une époque, je pense, où il y avait Sony qui venait d'avoir un vol de données assez conséquent. Et on en a assez vite, nous, parlé avec le groupe, avec toutes les entités. Alors les entités, qu'elles soient, et je vais revenir sur les problématiques qui se posent, parce que on n'est pas sur un petit outil qui vient en plug and play se connecter. On est, je pense, sur une brique fondamentale. Aujourd'hui, on a des magasins en Suisse. Voilà, de manière gentille, on est en train de penser à comment on pourrait taguer un magasin. Donc, comment on pourrait taguer le retail. Le retail qu'on détient, hein, pas les magasins d'autres distributeurs, parce que c'est pas nous qui possédons les devices de toute façon. Mais on a parlé donc à l'IT, on a parlé à la sécurité, on a parlé au légal. Donc sur les notions de propriété des données, de sécurisation, de tests d'intrusion, d'accès des équipes tag commandeurs à nos infrastructures, etc., etc., etc. Donc les problématiques, elles sont de ce genre, c'est que il faut bien sûr aller, parce que le diable s'y cache, dans les détails, de savoir comment cette solution-là capte. Au niveau structurel en elle-même, ça reste du tag management, donc c'est pas non plus un type de sécurité pourra difficilement nous dire, et c'est aussi l'argument que j'ai utilisé, c'est que les outils de tag management dont GTM font tous la même chose. La question, c'est de savoir où vont les données, qui en est propriétaire, qui va les activer, comment ces données vont pouvoir être utilisées par d'autres solutions marketing et business, etc., etc. Donc, je dirais que les discussions vraiment fondamentales et les plus belles qu'on a eues, c'est certainement avec le légal, parce qu'on lui a vu complètement toutes les implications que ça avait pour le groupe. Et après, les questions les plus pointues, mais aussi les plus détaillées, ça a été avec la sécurité pour bien vérifier que tout soit fait dans les normes en termes d'échange de données. C'est des protocoles d'échange de données qui sont certifiés par le groupe. Donc, on devait être 100%, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune marge d'erreur autorisée. Donc, le défi qui se cache derrière, c'est qu'il faut pouvoir parler ces différents langages. Alors, on le fait parfois seul, mais souvent pas seul, heureusement, pour que les gens. Donc voilà, moi j'ai embarqué deux personnes côté légal et IT, très clés, très proches de nous, pour en faire vraiment les ambassadeurs et que de temps en temps, ils viennent un peu comme tiers de confiance expliquer aux autres entités du groupe que voilà, c'est de cette manière que ça a été fait. C'est avec cette optique et avec cet objectif-là qu'on a fait tel ou tel choix. Et au final, le processus de certification qui peut être extrêmement long pour Nestlé était relativement raisonnable, assez court pour nous. Et voilà, il est en finalisation vraiment toute finale. Voilà, les principaux défis. Je dirais qu'il faut avoir effectivement une bonne vue globale en fait de l'ensemble de la problématique que recouvre le tag management. Puis après, au niveau business, c'est les plus simples à convaincre. Parce qu'à partir du moment où vous montrez, et on a eu des discussions directement en termes de tag management avec des personnes du business à notre niveau direction, et une fois qu'on a montré ce qu'on pouvait en faire, ça, eux étaient les plus faciles à convaincre. Merci, très bien, très clair. Ouais. Et là, je pense que c'est la dernière question qui serait une très bonne conclusion. On nous demande quel conseil tu donnerais à un homologue qui veut se lancer dans un projet similaire. Alors c'est une question très large qui pourrait être très longue, mais peut-être ouais, voilà, si tu arrives à prendre deux secondes de recul, voilà, à quoi tu lui conseillerais? Est-ce que tu lui conseillerais de mettre ça en place tout de suite? Et comment tu conseillerais de le mettre en place? Est-ce que tu vois une phrase qui pourrait le guider?
Ouais, c'est vrai que c'est une question large, elle n'est pas facile. Elle Bon, est très déjà, je large. lui dirais que c'est vraiment je pense, un dossier à la fois extrêmement passionnant, euh, qui recouvre des opportunités business fondamentales. Parce que je pense que quelle que soit la taille du business, que ce soit une multinationale ou pas, derrière, c'est ce qui se cache, et c'est pour ça que Google aussi est sur ce créneau, et pertinent aussi quand même. C'est qu'il y a la data, il y a la pertinence du langage commercial, et pourquoi Google et Search Google fonctionne encore aujourd'hui et est toujours très majoritaire, globalement parlant, c'est que c'est le moteur de recherche qui reste le plus pertinent parce qu'ils comprennent le mieux ce que les gens recherchent. C'est notre même optique, en restant vraiment, vraiment humble face à ce que c'est faire Google sur globalement le search et la compréhension des interactions avec les utilisateurs des outils Google, grand public. Donc je dirais ça, premièrement. Deuxièmement, je dirais qu'il faut bien embrasser dès le départ. Donc moi, notamment c'est avec le niveau légal et IT, je réinsiste sur ce point, d'embrasser, d'onboarder les personnes de manière progressive. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver tout de suite en rentrant bille en tête. Mais par contre, vous l'avez vu dans le timing, ça permet très rapidement quand même d'avancer. Parce que, par exemple, quand on déploie le tag, on va montrer concrètement à quoi ressemblent les données. Le légal a reçu des extraits de données, des extraits simplement anonymisés, mais des vrais extraits. Ça les rassure énormément sur exactement ce qu'on est en train de faire, parce qu'on leur a expliqué pourquoi, mais surtout concrètement. Voilà, c'est ces données-là, visuellement et concrètement, ce sont celles-là. Et le dernier point que je dirais, effectivement, c'est d'avoir un soutien fort et qui n'est pas le plus dur à obtenir, du business, mais avec des cas très concrets. Seule volonté ce matin, c'était de vous montrer vraiment très concrètement ce qu'on a fait sur des projets, j'ai cité un projet de site mobile, ou sur des outils d'activation qui montrent très très vite qu'on peut montrer des premiers résultats, des premiers retours sur investissement très clairs, très traçables, et qu'à partir de là, en ayant voilà cette fondation Legal IT qui est ouverte à déployer, plus le business qui est complètement convaincu que ces outils-là vont nous permettre d'avoir un avantage compétitif. Voilà, ça serait mes principaux conseils, si je pouvais en donner. Très bien, Olivier. Écoutez, merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Une conclusion en 2 secondes. Je pense que tous autant que nous sommes, on manque pas d'idées. On ne manque pas d'idées et les projets que vous aimeriez mettre en place dans vos organisations, les idées que vous avez en discutant avec vos collègues, peut-être les frustrations liées à ce que vous n'avez toujours pas pu mettre en place, on le sait, on manque pas d'idées. L'enjeu maintenant, sur des concepts même qui sont anciens, c'est de les mettre en application, c'est de les exécuter, et il faut trouver plus d'agilité dans l'exécution. Je trouve que c'est un des beau message finalement du témoignage et du retour d'expérience d'Olivier sur voilà, comment on fait pour passer du conceptuel à l'exécution et comment l'exécution déclenche de la performance et ça dans un cycle relativement court avec des moyens relativement modestes. Olivier n'a pas hésité à partager le fait que les dimensions de budget, de pricing étaient un élément de son choix. On m'a posé, j'en ai pas reparlé, mais on m'a posé la question sur est-ce que, au-delà des grands groupes, est-ce que ta commandeur travaille avec du middle market, etc. Oui, oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est notre approche sur le marché. C'est plutôt de vous aider à mettre en place vos idées plutôt que de les bloquer par la taille, la lourdeur, la complexité du projet. On cherche en fait à vous fournir au quotidien des petites briques logicielles qui vous permettent d'animer justement cet écosystème qu'il y a autour de vos marques, de vos sites, et qui vous permettent de gagner en performance. Donc ça, c'était vraiment le message un peu général sur l'agilité, qui est souvent très général, mais qui est quand même un des points d'achoppement de la plupart des stratégies. Vous le savez tous avec un peu d'expérience, si l'exécution ne suit pas, il n'y a pas grand-chose qui peut en sortir. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, finalement, un des enjeux pour nous, ta commandeur, dans le partage de ce retour d'expérience d'Olivier, c'était juste simplement de réexpliquer la manière dont ta commandeur pouvait vous aider, bien sûr, à gérer le cycle de vie des tags et l'intelligence que vous pouvez mettre dans l'activation de vos solutions, l'orchestration de vos solutions, mais surtout cette possibilité qu'on vous offre de vous placer en position de contrôler votre donnée, de construire votre patrimoine data, pour aller ensuite l'exploiter en autonomie, je dirais, avec les solutions et les partenaires que vous avez placés autour de vous.
pour générer davantage de performance. Donc ça, c'est vraiment un des points qui est important pour nous. Il y a 5 ans, on définissait dans nos premiers rendez-vous avec nos premiers prospects clients, on définissait le tag management comme la gestion du cycle de vie des tags. Et aujourd'hui, on est bien plus sur la gestion du cycle de vie de la data. Voilà. Et c'est ça, hein, c'est peut-être le message qu'il faudrait retenir de ce témoignage, qui est parfaitement en concordance avec à la fois notre positionnement, notre vision du marché, et puis ce qu'Olivier a brillamment mis en place sur son site. Je vous remercie tous. Vous avez été, pardon, enfin, on a été tous ensemble, près de 240 à suivre le webinaire. Donc c'est un beau succès pour ce témoignage d'Olivier. Merci pour votre confiance, merci pour le temps que vous nous avez dédié ce matin, et je remercie mille fois Olivier Gosset de Nestlé Suisse pour la qualité du projet qu'il a mené, et puis la passion qu'il a mis dans la réalisation de ce projet, et le partage de données business concrètes avec des chiffres avec l'ensemble du marché, parce que dans un grand groupe, c'est parfois compliqué d'obtenir le droit de partager. Et Olivier a réussi à partager des choses très concrètes aujourd'hui avec vous. Donc je le remercie vive voix. Merci à tous et écoutez à bientôt pour d'autres webinaires. Merci Olivier. beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.